Réduire le principe de vie à quelque chose qui dériverait des lois de la chimie ou de la physique de Newton, ça n'a jamais été satisfaisant. Cela fait partie de ce qui est observable et visible, mais il existe une partie du vivant qui est dans le domaine de l'invisible, bien que ça soit étroitement lié avec le vivant. Et à cela, actuellement, la preuve en est, le professeur Montagnier a repris les recherches du professeur Benveniste sur la mémoire de l'eau. Alors en quoi ces informations sont-elles importantes? La structure de l'espace-temps est à l'origine d'une forme. Et les formes s'expriment à travers le vivant, lequel, lui, envoie des informations par résonance. On appelle cela des ondes de forme. Tout notre environnement est ainsi en résonance. Les végétaux, les minéraux, les animaux, les humains. Il ne faut surtout pas oublier les informations que nous émettons également, sous forme de pensée. Et les formes de pensée, quelle que soit leur teneur, sont porteuses d'informations. À chaque forme pensée sont associés un type d'émotion dominant et une vibration particulière. Et ça, c'est fondamental. Est-ce que vous pouvez ressentir ces émotions dans votre corps physique lorsqu'elles arrivent? Quand vous les ressentez, si elles s'expriment physiquement, ou que vous y êtes attentif, c'est que le vivant est entré en résonance avec l'information porteuse d'une émotion. La question se pose de savoir si ces informations sont bénéfiques pour l'organisme. Eh bien, tout va dépendre de la nature de l'agression émotionnelle, de son importance pour la personne et de la réponse qui va être renvoyée à l'aide du filtre du cerveau limbique pour traiter les conséquences de cette information qui va devenir la cause éventuelle de la maladie. Alors l'originalité de ce concept réside dans la nouveauté qui nous est autorisée par la physique quantique. Cette compréhension nouvelle, vous savez, c'est comme quand il y a eu Galilée qui a terminé sur le bûcher, parce qu'il avait une vision géocentrique, c'est-à-dire la Terre était le centre du monde. Et puis on a eu Aristote avec la Terre est-elle ronde ou plate, et puis Newton qui voyait les pôles aplatis, et puis finalement elle n'est ni plate ni ronde d'ailleurs. Ce sont donc des croyances et des dogmes qui fondent très souvent notre compréhension. Or là, nous entrons dans un paradigme tout à fait nouveau, différent, et qui bouscule bien évidemment les idées reçues. Alors la nouveauté réside dans le fait que nous connaissons le corps physique, il a été étudié sous toutes les formes, il a été disséqué, on connaît tous les organes, les fonctions, sur plusieurs plans d'ailleurs. Mais il apparaît une compréhension nouvelle avec une connaissance du non-visible, de l'invisible, qui entoure le corps et qui fait partie intégrante, car il est en interface permanente avec le corps physique. Et cette situation est tout à fait nouvelle. La difficulté au niveau scientifique, c'est que nous n'avons pas les éléments de mesure qui nous permettent de vérifier cette réalité. Cette réalité, c'est qu'il y a autour de ce corps physique un champ, c'est-à-dire un environnement qui contient considérablement d'informations. Ces informations sont stockées dans cet espace et elles sont stockées mais comme une forme de mémoire, vous voyez, quelque chose qui est permanent, c'est-à-dire dans une notion de temps qui nous est complètement étrangère. Cette notion-là repose ou s'oppose à notre vision d'espace-temps, où le temps va se décomposer en passé, présent et futur. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, dans cet espace autour du corps,
se trouvent des mémoires, et ces mémoires sont aussi bien des mémoires qui sont projetées dans cet espace par le présent, par ce qui nous arrive au présent, mais également la mémoire de ce qui s'est passé et la mémoire, les mémoires de tout ce qui a été accumulé par notre généalogie, disons. Donc on est tout à fait dans le transgénérationnel. La connaissance que nous avons aujourd'hui de cette mémoire tend à la situer dans le cerveau, dans notre tête, et à la situer également au niveau de la génétique, dans ce qu'on appelle l'ADN, c'est-à-dire le noyau de la cellule. Notre corps physique va entrer en réaction avec des événements extérieurs à nous ou intérieurs. Ces événements extérieurs peuvent être des sons, peuvent être donc des paroles qui ont été émises, peuvent être des couleurs, des choses que nous avons vues, des formes que nous avons repérées. Tout cela, si nous l'avons reçu comme étant agressif, comme étant une agression, comme étant un choc, donc un choc émotionnel, automatiquement il y a une projection de cette perception hors du corps physique qui va être mémorisée dans cet espace. Alors je parle de l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur, c'est-à-dire ce que nous percevons avec le corps physique, en fonction, par exemple, dans le cadre de notre alimentation, donc on connaît les saveurs, et les saveurs vont avoir un impact, peuvent avoir un impact émotionnel, comme un rappel qui va à ce moment-là se mettre en relation avec les mémoires fixées dans l'espace externe. En conséquence, il y a bien une réalité qui consiste à prendre en considération cet espace comme étant une partie intégrante de la structure physique du corps, au même titre que les autres fonctions, comme je l'ai déjà signalé. Les autres fonctions, les autres systèmes qui en découlent. Mais alors, quelles sont ces projections qui peuvent se faire à l'extérieur de notre corps physique? Eh bien, c'est ce qu'on appelle en général les émotions. Alors, il y a des émotions légères qui ne portent peut-être pas conséquence. Peut-être deviennent-elles plus prégnantes lorsqu'elles sont répétitives. Et puis, il y a des informations qui sont des émotions, donc informatives, qui sont très importantes, très fortes, et qui vont, elles, se projeter tout de suite à l'extérieur du corps physique. L'ensemble des émotions, en général, va être traité par ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la réponse biologique la plus simple qui permet pour le corps de répondre à la question de survie de l'espèce. C'est un concept et ce concept repose sur un système. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système, c'est un ensemble de données, comme par exemple ça pourrait être des données scientifiques. Informationnelles, bien parce que ces données sont en résonance avec le vivant sous forme d'informations, d'où la définition de système informationnel. On va prendre l'exemple d'un poste radio. Vous allez écouter les informations. Vous ouvrez le poste, vous allumez le poste et vous écoutez les informations. Vous n'allez pas chercher à l'intérieur de votre poste où est le speaker, celui qui parle et qui présente. Si vous ouvrez le poste, vous n'allez trouver que des éléments physiques, des composants électroniques, mais vous ne trouverez pas le speaker. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous, pour notre corps physique. Vous avez réglé votre radio afin de pouvoir capter des fréquences venant d'un émetteur. Lequel émetteur se trouvait à proximité ou vraisemblablement même très 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 loin. Eh bien, il est exactement de même pour le corps physique. Et le système informationnel se présente
comme étant un système parmi les autres systèmes de l'organisme, le système respiratoire, le système cardiovasculaire, le système digestif, etc. C'est un système donc, qui se rajoute à l'ensemble des systèmes connus et qu'on apprend. Et ce système informationnel, est-ce que c'est un système qui supplante l'ensemble des autres systèmes ou qui est complémentaire au système actuel? Il est complémentaire au système existant. Jusqu'à présent, pour des raisons qui sont faciles à comprendre, c'est que tout ce qui n'est pas de l'ordre du visible n'est pas descriptible et ne figure pas dans les enseignements traditionnels, anciens et modernes d'ailleurs. Académique. Académiques.